Moi, je suis très fier d'être resté fidèle à mes colères adolescentes. L'adolescent que j'étais n'aurait pas honte de l'adulte que je suis devenu. Bienvenue dans un nouvel épisode du Fauteuil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le géopolitologue fondateur de l'Institut IRIS, qui vient de publier une nouvelle bande dessinée Géostratégiques Israël et Palestine, qui est disponible sur le site de l'IRIS et dans plusieurs librairies, enfin dans les meilleures librairies, j'imagine. Pascal Boniface, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Pascal, comment ça va déjà ? Très bien, enfin... Pas très bien quand je vois ce qui se passe dans le monde, voilà, parce que ça, tu sais, à force quand même de voir toutes ces nouvelles et l'impuissance, je vois pas mal de collègues aussi, si t'es un peu concerné, ça te sape le moral de voir un peu ce qui se passe. Donc c'est un peu, heureusement que j'ai une famille, des amis et des collègues sympas, mais c'est vrai que le spectacle du monde et le spectacle de l'interprétation de ce monde aussi en France, c'est deux raisons de ne pas être très joyeux. Oui, on va parler de ce qui t'a amené à te spécialiser sur les questions internationales. Justement, c'est cette situation internationale qui est très déprimante. Comment ça t'est venu, toi, cette passion pour les questions internationales ? C'est pas une passion initiale, c'est vraiment le jeu du hasard et des rencontres. J'étais inscrit en fac de droit parce que je voulais devenir avocat. Après, j'ai été séduit par le fait de pouvoir être prof en université. Okay. Donc c'était en droit et en fait il y avait un droit qui me faisait chier un peu, le droit administratif, le droit fiscal. Ce qui m'intéressait c'était le droit constitutionnel, le droit international parce que c'était plus politique quoi. En fait je voulais faire Sciences Po mais à l'époque Sciences Po ça donnait pas un boulot, c'était pour ceux qui n'avaient pas besoin de bosser, qui étaient d'un autre milieu social que le mien. Donc voilà, j'ai fait le droit parce que à l'époque on faisait droit, on était sûr d'avoir un boulot. Et puis donc, j'ai rencontré un prof de droit international, Alain Pelé, qui a été un peu mon mentor, mon protecteur, avec lequel j'ai fait une thèse et en droit international. Et puis au fur et à mesure, et d'ailleurs avec ce qui a été très bien de sa part, c'est qu'il m'en a pas voulu que je passe du droit à la science politique, à la géopolitique. Un peu avec sa bénédiction quelque part, il a toujours été très protecteur. Même quand j'ai fondé l'IRIS, il m'a protégé. Et donc je suis passé du droit international à la géopolitique parce que j'avais un peu le sentiment que le droit ne suffisait. C'est important, mais ça ne suffit pas pour expliquer le monde. Il fallait passer à autre chose. Et puis voilà, le hasard des rencontres. Alain Pelé travaillait avec Jean-Pierre Cotte, qui à l'époque avait fondé un centre de recherche sur la question de désarmement. Voilà. Et puis au fur et à mesure, je me suis spécialisé sur ces questions-là, alors que c'était pas du tout le plan initial. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les choses politiques et mais nationales, mais un peu sur les conflits, bien sûr, les guerres, mais voilà. Et c'est plus le hasard des opportunités, des rencontres qui m'a fait me spécialiser sur les questions géopolitiques. Et dans ta jeunesse, tu te posais déjà des questions politiques, tu étais déjà attiré par la politique en soi ? J'étais hyper militant quand j'étais au lycée. Okay. Effectivement, la loi Debré, enfin alors bon, pour les plus jeunes, c'était une loi en 73 de protestation contre la réforme du service national. Et c'est pas la première fois qu'on en parle dans le fauteuil. Hein. Ouais. C'est vraiment... Et bon, enfin voilà, c'est aussi il y avait quelque chose qui était très important dans ma formation, c'était l'IP, où des ouvriers qui devaient être virés par qui faisaient des montres avaient dit on produit, on vend et on se paye. Donc ils avaient saisi le stock de montres, ils faisaient ça en autogestion. Oh, wow. Et d'ailleurs, Charles Piaget, qui était le leader de ça, devait se présenter au présidentiel. J'étais à l'époque au PSU et j'étais très actif au lycée. J'ai monté un foyer socio-éducatif, j'organisais des concerts, j'ai créé un journal aussi. J'étais un peu emmerdant pour pas mal de gens déjà. Ça c'est resté. Ça. Bon, voilà. Mais bon, et vraiment j'étais... et puis aussi, ce qui a été aussi un élément important dans ma formation, c'est le 11 septembre. Pas 2001, bien sûr c'est important, mais 73, le coup d'État au Chili et la gauche qui était arrivée au pouvoir d'un point de vue légitime, électoral, avec ce coup d'État au moment où il y avait l'Union gauche. Donc j'étais déjà très politisé au lycée, mes copains l'étaient beaucoup, on était vraiment très actifs, j'ai continué un peu à la fac et oui, donc je me suis toujours intéressé à la chose publique. D'où ça t'est venu ? Les premières fois où tu t'as commencé à militer, etc., ça t'est venu comment ?
Je sais pas, peut-être la soif de justice, le fait de vouloir être actif, de ne pas se contenter des choses qui existent, de ne pas rester blanqué. Et quand quelque chose ne va pas, aussi à l'époque, par exemple, l'avortement était interdit, pénalisé. Des copines devaient se faire avorter, il fallait s'organiser pour qu'elles puissent le faire en échappant. Bon, voilà. Enfin, bon, il y avait plein de choses que l'on pouvait considérer comme étant injustes, anormales et qui nécessitaient de se mobiliser pour lutter contre ça. Donc c'est tout un ensemble qui m'a conduit à ça. Et tu parlais tout à l'heure du fait, tu l'as décrit toi-même, t'étais emmerdant pour certains. Ça t'a jamais fait peur dès le début? Tu n'avais pas peur des conséquences que ça pouvait avoir? Bon, je les ai assumés. Je dois reconnaître que j'ai eu la chance, et je lui rends hommage, d'avoir au lycée, où j'étais vraiment turbulent, un proviseur qui, des fois, me sanctionnait, mais n'a jamais trop dépassé les limites. J'avais aussi des profs qui me soutenaient un peu parce qu'ils trouvaient ça intéressant. Donc, et en fait, j'ai jamais trop calculé ça parce que j'ai jamais, par contre, fait d'action violente. J'ai jamais franchi cette ligne-là. Et je me disais, voilà, je m'exprime. Oui, effectivement, ça m'a valu quelques déboires, mais en fait, pas tant que ça non plus. Il y avait quand même une sorte de... Peut-être que c'était plus facile à l'époque aussi de s'exprimer. On était un peu sur la queue de comète de mai 68. Et donc, il y avait quand même un espace de liberté qui est peut-être plus important qu'aujourd'hui. C'est vrai que quand on se mobilisait pour contre la guerre au Vietnam à l'époque, qui était la grande cause, on n'était pas susceptible d'être condamné pour apologie du terrorisme comme maintenant. Donc, il y avait aussi, c'était peut-être plus libre à l'époque que maintenant. Tu en as parlé, c'est une sorte, là maintenant, qui s'est installée de criminalisation de certaines luttes et de certains combats, de certaines expressions sur ces combats-là. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Non, effectivement, on pouvait crier US Go Home sans se faire traiter d'être anti-américain. Une fois encore, il y avait quand même des événements importants. Le Chili, je me rappelle que j'avais effectivement mis une affiche dans ma classe contre Pompidou, parce que Pompidou, il n'avait pas protesté contre le coup d'État. Alors, j'ai eu des problèmes avec l'administration, on se dit ça se fait pas et tout, mais quand même, bon. Et donc, il y avait quand même des facteurs de dire quand même un coup d'État, les mecs qui torturent, ils empêchent. Voilà, faut voir ce que c'était. Et puis aussi quand même au Vietnam, même si c'était la queue de la comète puisque la paix allait survenir bientôt. Donc il y avait quand même des moyens. Et c'est vrai que les slogans post-68 heures, CRS égale SS, c'était à la fois excessif et stupide quelque part dans la mais c'était mais il y avait quand même effectivement une liberté. Une des chansons de Léo Ferré, par exemple, comme une fille, la ruse des habits, les pavés s'entassent et les filles qui passent les prennent dans la gueule. Là, maintenant, tu vas en tôle si tu chantes ça, quoi. Mais à l'époque, c'était effectivement beaucoup plus ouvert. C'est le Médine de l'époque, finalement. Oui, j'en ai souvent parlé avec Médine. Je n'ai pas réussi à convaincre Médine de s'intéresser à Léo Ferré. Médine, si t'écoutes, vas-y quand même, je te le dis. Mais non, il faut voir quand même l'œuvre de Léo Ferré. Par rapport à les spectacles de Léo Ferré, c'était des meetings. Et je veux dire, pour toute cette génération, un type qui était plus vieux que nos parents, incarnait la révolte, incarnait l'anarchie et l'amour aussi, la liberté sexuelle, la révolte contre les institutions, le fait de dire si tu vois que ta révolte s'encroute et devient une ébénielle de révolte, sors, crève, baise, aime, enfin. Donc c'était vraiment assez... pour moi, c'était un choc de rencontrer Léo Ferré, enfin de m'être confronté à son œuvre, parce que c'était un type qui était beaucoup plus âgé que mes parents et qui incarnait la révolte contre les institutions, contre l'ordre établi, et aussi la poésie, et aussi, effectivement, une force. Donc, c'était vraiment incroyable, c'était formidable. Ouais, est-ce que tu trouves que maintenant, dans la jeunesse, justement, à cause peut-être de cette peur des sanctions, etc., il y a une dépolitisation, du moins des très jeunes, quoi. Enfin, moi, quand on reçoit des invités ici, ils me parlent souvent de leur engagement au lycée. Et là, moi, dans mon entourage ou dans les gens que je côtoie, c'est très, très rare de voir des gens qui sont engagés au lycée. Ouais, mais en même temps, tout le monde n'était pas... Alors il y avait quand même une ambiance assez politique à l'époque. Une fois encore, c'est l'époque qui faisait ça, le post-68 dans les années 70. Mais tout le monde n'était pas concerné. Il y a des mecs qui n'en avaient rien à foutre de tout ça et qui voulaient juste qu'on leur foute la paix et avoir la moyenne et passer le bac et qu'on les emmerde pas. Donc, et là, quand tu vois dans les établissements, tu as des types qui sont très concernés, alors qui sont plus pénalisés parce qu'effectivement, il y a une pénalisation. Ceux qui ont bloqué Sciences Po ou qui ont bloqué des lycées là, pour la Palestine, ils ont pris cher. Oui. Donc, certains qui ont été exclus. Même si je trouve que le blocage
pas toujours la meilleure façon de lutter, mais en tous les cas, il y a des sanctions qui ont été très très lourdes, ce qui n'était pas le cas à l'époque, quoi. C'était plus bon enfant, effectivement. Et ce qui peut être dissuasif. Tu as parlé du Vietnam, du Chili. C'est quand même intéressant parce que en journalisme, on apprend toujours un truc en école, c'est le truc de plus c'est loin, moins ça intéresse les gens. Donc de facto, les journalistes sont formés par exemple à pas trop s'intéresser à des sujets ou à les mettre en fin de canard, etc. Juste pour donner l'information, etc. Et on part du principe que ça intéresse pas les gens. Toi, tu as toujours été... internationaliste un peu dans ta pensée, tu t'es toujours intéressé au... Ouais, parce qu'aussi, bon, il y avait peu après la révolution des œillets au Portugal, la mort de Franco, qui était importante, parce que quand même une dictature aux portes de la France, avec ce système, les militants qui étaient garrottés, la torture, etc. Donc il y avait aussi la fin du colonialisme, il y avait quand même la lutte contre l'apartheid aussi, qui était quand même quelque chose de très, très fort, parce qu'à l'époque, l'apartheid existait et n'était pas combattu par les démocraties occidentales. Au contraire, l'Afrique du Sud était un partenaire dans la lutte contre le communisme au nom de la liberté, comme Pinochet était un partenaire dans la lutte contre le communisme au nom de la liberté. Donc il y avait quand même vraiment déjà beaucoup d'événements. Et c'est vrai que j'ai aussi été intéressé par l'histoire, parce que c'est toujours bien de mettre les événements dans un sens long, pas les isoler, mais de les voir un peu comment ils peuvent s'inscrire dans une complexité, une durée un peu plus longue, pour mieux les analyser. Donc effectivement, j'ai toujours été intéressé par ça et pas me contenter de l'événement ponctuel, mais aussi dans un sens plus long. Et le moment où tu as dit que toi, tu as été attiré surtout par le côté prof et le côté job de tes études, alors tandis que d'autres, ils sont partis à Sciences Po juste parce qu'ils pouvaient le faire et qu'ils n'avaient pas besoin d'emploi. La conscience de classe que tu avais à l'époque, que tu as toujours, j'imagine, c'était un facteur important de ton engagement? Tu sais, moi j'étais à Mantes-la-Jolie au lycée Saint-Exupéry, à côté du Val-Fouré, où je vais d'ailleurs toujours régulièrement, je les salue, pour m'occuper des lycéens qui préparent Sciences Po par la convention ZEP. Donc en fait... on n'avait pas conscience de ça parce qu'on était entre nous, on avait à peu près tous les mêmes choses. Il n'y avait pas de grands bourges, on était à peu près tous des enfants de classe moyenne, quoi, petite classe moyenne. Et bon, donc on n'avait pas, mais on savait on savait par exemple qu'il y avait, on entendait parler des écoles de commerce où il fallait payer très cher pour y aller, mais que tu étais sûr d'avoir un super boulot après, mais on savait que c'était pas pour nous. Ouais. Mais ça, c'est intéressant. C'est quand la première fois que tu as subi une violence de classe? À un moment où tu as été confronté à ça? Quand je suis arrivé à la fac, non, parce qu'après, je suis allé à Villetaneuse, à Paris 13. Donc, ça va. Voilà. Et d'ailleurs, je me rappelle, parce qu'à l'époque, j'étais très déçu de ne pas aller à Paris 1, à la Sorbonne. Mais grand bien m'en a pris, parce que je crois que j'aurais eu un choc de classe très fort. Oui. Donc, quand j'ai eu ça, c'est que j'ai fait un 3e cycle à Sciences Po. J'avais déjà un 3e cycle de Villetaneuse. J'ai fait un 3e cycle à Sciences Po. Et là, je me retrouve avec des gens... mais dont certains étaient très sympas d'ailleurs. Oui. Mais donc, c'était un 3e cycle, il y avait 30 places, 15 étrangers, 15 français. J'étais en même temps étudiant, j'étais en même temps pion pour payer mes études. J'étais le seul à être pion pour payer mes études. C'était le seul à avoir déjà la logique de payer tes études. Oui, c'est bon. Et me payer moi, quoi. Enfin, je veux dire, parce que la scolarité était pas chère. Enfin, que je travaille à côté pour être indépendant. Et là, oui, vraiment, j'ai vu que j'avais pas les codes. J'ai vu que je sortais pas du même moule. Ouais. J'ai vu que, bon... Et puis après, quand j'ai commencé un peu à me mêler à ce milieu professionnel comme jeune prof, que j'ai rencontré des gens dans les milieux géopolitiques, dans les ministères, etc., j'ai bien vu aussi que, bon, il y a des gens qui partent avec quelques longueurs d'avance dans la course, quoi. Ça leur sert pas toujours, d'ailleurs, et j'ai mis du temps à me débarrasser de cette inhibition de classe que l'on peut avoir. Ah oui, c'est un sentiment un peu de sentiment de ne pas être tout à fait légitime, de ne pas être à sa place, de pas faire. Et puis après, je me dis, mais en fait, ils sont pas plus. Je suis pas plus con qu'eux, quoi. Enfin, je veux dire. J'ai toujours cette réflexion aussi. Ouais. C'est, mais non, en fait, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils racontent et moi aussi, je peux. Bon, ça prend du temps. Ça prend du temps. Comme conseil à des gens qui galèrent toujours avec ça? C'est ce que je fais quand je vais à Mantes, là. Je leur dis, écoutez, moi j'étais à votre place il y a quelques années, mais moi j'avais pas la chance d'avoir les profs j'avais des profs qui m'ont beaucoup aidé, et je leur rends encore hommage aujourd'hui, des profs qui m'ont donné confiance en moi, qui m'ont dit, ouais, vas-y, etc. Mais là, je leur dis, écoutez, moi, quand j'étais à votre place, je pensais pas du tout faire Sciences Po et ni rien, et donc si vous pensez que c'est bien ce que je fais parce que vous me voyez, dites-vous que
que je viens du même truc que vous. Et donc, ne soyez pas inhibés par votre nom, par votre adresse ou par vos origines, et allez-y. Et en fait, t'as toujours deux trucs. C'est l'excès de confiance. Qui est très négatif, et l'inhibition qui l'est également. Moi, je sais que par rapport à mes jeunes chercheurs qui travaillent avec moi, je leur dis toujours, c'est bien d'avoir toujours un doute qui te stimule, de ne pas être sûr de toi. Ne pas être sûr de soi peut te stimuler pour aller un peu t'améliorer, chercher, ne pas te satisfaire de ce que tu as. Mais si ce doute t'inhibe, là, ça vient pas bien. Et donc, il faut trouver le bon équilibre. Mais donc, effectivement, la conscience de classe, elle pèse, mais elle pèse beaucoup, toujours. La suite de ton parcours, on va continuer d'en parler, mais on va aussi parler un peu du fond, parce que tu es spécialiste des questions internationales. Est-ce que dans le paysage politique français, il y a un manque de travail sur la question internationale? Est-ce que tu as l'impression que... Pour le moins, ouais. Parce que pour le coup, j'ai côtoyé légèrement ces milieux-là, et j'avais l'impression que sur certains sujets, ils parlaient sans connaître, quoi. Ouais, non, honnêtement, il y a le niveau abaissé. On dit ça pour le lycée, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais pour la classe politique, moi j'ai connu à droite comme à gauche, des grandes figures qui avaient une vraie connaissance des dossiers, qui bossaient. Là, depuis quelque temps, l'international, alors peut-être que ça va revenir parce que la géopolitique revient au goût du jour avec la guerre en Ukraine, Gaza, mais pendant très longtemps, les gens se sont détournés de cela parce que l'idée c'est que si tu t'occupes d'international, tu t'occupes pas de circonscription. Et que si tu t'occupes d'international, c'est pour aller voyager. Donc, grosso modo, il y a la légende, tu bosses à l'étranger, donc tu vas à la plage. Quoi. Tu prends l'avion, on a l'impression que tu es entre deux mojitos et tu as c'est pas du tout ça, quoi. Et donc pendant très longtemps, les gens se sont détachés, les élus se sont détachés de l'international parce que c'était pas payant électoralement. Et que les gens disaient, mais ils s'occupent pas de nous puisqu'ils voyagent. Bon, donc, alors là, peut-être qu'ils vont y revenir. Je pense aussi qu'il y a des choses comme le non-cumul des mandats qui fait qu'il y a beaucoup de talents qui restent dans les mairies, dans les départements et qui vont pas à l'Assemblée. Mais grosso modo... Et puis, enfin aussi, c'est pour beaucoup, le slogan replace la réflexion. C'est-à-dire que tu fais quelque chose. Moi, ce que je trouve le plus grave, c'est l'analyse Disneyland des relations internationales. Tu dis qu'est-ce qui est bien, ce qui est mal, et t'as pas à documenter. Tu vois, t'as pas... Et donc ça, c'est quand même très dangereux, très grave. Et il y a moins qu'auparavant de gens qui ont une vraie connaissance. Un type qui était très bien, c'est Jean-Louis Bourlange, qui avait pris la commission des affaires étrangères, mais il a arrêté. Enfin bon, voilà. Donc, je dis pas qu'ils sont tous nuls, c'est faux, mais... Il faut quand même renouveler les élus qui s'intéressent et qui font bosser leur assistance sur les questions internationales, qui se contentent pas de faire des communiqués en disant c'est pas bien ce qui se passe là-bas il faut aussi faire gaffe à ceux qui sont dans la posture, qui souvent sont en fait dans l'imposture très généralement, mais malheureusement en plus les médias les accompagnent dans ces impostures parce qu'ils viennent pas les challenger sur leurs contradictions. Mais c'est pareil en journalisme. Le traitement des questions internationales est très faible. Deuxième fois qu'on en parle, mais on apprend dans l'école que le journalisme international, ça paye pas. Il y a très peu de postes, donc mettez ça de côté, quoi. Et puis, effectivement, il y a aussi le traitement de l'information par les chaînes d'infos permanentes où tu mets 6 personnes pour débattre, mais tu passes, si tu passes de la réforme du permis à points à l'Afghanistan, c'est un peu compliqué. Et donc, il y a aussi des gens qui acceptent de parler de choses qu'ils ne connaissent pas, donc qu'ils ne maîtrisent pas, parce qu'ils sont là et donc il faut bien qu'ils répondent. Enfin il y a tout ça qui est... Et en même temps, du côté plus positif, le niveau monte. Moi, je vois la qualité des étudiants. Ceux que l'on peut avoir à l'IRIS, ceux que j'avais quand j'étais encore en poste à Saint-Denis, à Paris 8. On leur dire Saint-Denis, c'est de la merde. Non, pas du tout. Il y a de très bons étudiants à Paris 8. Non, mais c'est ce qu'on... J'y étais. Voilà. Donc, non, mais tu sais, c'est ce qu'on entend dès qu'il y a un petit truc. Dès que je suis parti à Paris 8. Et donc, c'est quand même... Et donc, moi, je vois régulièrement... Enfin, les étudiants que j'ai avec moi sont meilleurs que ce que j'étais à leur âge. Ils ont plus de connaissances que moi, j'en avais. Non, mais réellement. Parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens de s'informer. Parce que la formation est beaucoup plus grande. Alors, ce que je leur reproche, c'est qu'ils lisent pas assez de bouquins. Ils sont sur les sites, ils connaissent le truc. Et donc, l'effort qu'ils doivent faire,
c'est pas les connaissances, c'est la mise en perspective des connaissances. C'est de mettre les connaissances dans une globalité et pas d'avoir des connaissances éparses sans pouvoir les relier entre. Et ça, bon, c'est aussi l'expérience, mais aussi ça, c'est un peu le temps long et de ne pas toujours séquencer les connaissances. Mais honnêtement, l'accès à l'information est beaucoup plus facile aujourd'hui que quand j'étais étudiant. Ne serait-ce que, enfin, je me rappelle, si tu pars un mois en vacances, tu reviens, tu as une pile de journaux à lire parce que tu n'as pas les tablettes. Ouais. Si tu vas à la bibliothèque, tu attends 1 heure pour avoir 3 bouquins. Enfin bon, vraiment, ça a tout changé. L'accès plus libre, plus confortable à l'information donne une connaissance des sujets beaucoup plus grande. À toi de ne pas te perdre dans le fait d'apprendre et de ne pas comprendre. Est-ce que c'est ça qui t'a motivé à te lancer sur YouTube, à créer du contenu là-dessus? Parce que tu disais le traitement médiatique des questions internationales n'est pas du tout de qualité ou travaillé, etc. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de qualité, parce qu'il y a aussi des journalistes internationaux qui sont des vrais spécialistes que j'écoute régulièrement, qui m'aident aussi à mieux comprendre, avec lesquels je peux être en désaccord, mais ça me fait un peu évoluer. Non, c'est vraiment... Non, j'ai créé ma chaîne YouTube pour 2 raisons. La première, il faut aller là où sont les gens. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux avoir un contact avec la jeunesse, c'est pas dans la revue des Deux Mondes que ça va se faire. Oui, quoi. Ouais. Bon, donc YouTube, c'est un moyen concret, facile, et puis qui est plutôt plaisant. Surtout, du coup, je maîtrise, je fais ce que je veux. Bon, et c'était quand je l'ai créé, ma chaîne YouTube, il y avait des médias qui me refusaient déjà et d'autres qui m'invitaient encore. Là, ça s'est beaucoup empiré depuis. Mais c'était aussi une façon de contourner une partie de la censure et une fois encore de maîtriser. C'est-à-dire que moi, j'ai créé l'Iris pour dire ce que je voulais. Parce que si j'avais été dans un autre... Enfin, parce que j'ai des expériences plus compliquées dans d'autres centres où j'ai eu des problèmes avec la hiérarchie. Là, en créant l'IRG, au début, je créais l'IRIS, on était 2. On n'avait vraiment rien du tout. On avait l'équivalent de 23 000 euros de subvention pour commencer ça, mais on disait ce qu'on voulait. Et YouTube, c'est pareil. YouTube, je dis ce que je veux. Les mecs, après, peuvent critiquer, pas être d'accord, mais je vais pas dire là, quand même, est-ce que je vais être réinvité si je dis ça? Alors que tu as ça, bon. Donc voilà, et puis effectivement, ça marche bien parce que beaucoup de gens s'y retrouvent, commentent, y vont, sont abonnés et m'envoient des messages. Ça, c'est plutôt sympa. Là, tu viens de nous dire que tu as eu des expériences par le passé difficiles avec des hiérarchies. Tu peux nous donner des exemples ou tu n'as pas le droit d'en parler? Oh, si, parce que j'étais dans un centre où le patron voulait un peu me piquer le bouquin que j'avais fait, donc j'ai dû me réfugier un peu après. Ensuite, je cherchais un autre truc, et avec l'alternance politique, il ne voulait plus bosser avec moi, parce que le mec était de droite, moi je suis censé être de gauche, des choses comme ça. Donc je dis, bon, ok, je crée mon truc, et là j'aurais tout. Et puis, j'ai créé l'Iris, disons, tout début des années 90, à l'époque, quand même, quand tu es de gauche, il n'y avait pas beaucoup de gens de gauche qui bossaient sur les questions géopolitiques. C'était pas vraiment... Bon, il y en avait, mais c'était pas vraiment la dominante, quoi. Et là, tu trouves que ça s'est amélioré sur cette question-là Oui, ça s'est diversifié. Il y a des points de vue très divers. Grosso modo, sur les questions géostratégiques au sens large, il y a encore, alors ça va peut-être un peu diminuer, mais il y a une très grande influence américaine. Parce que les crédits sont aux États-Unis, les meilleures universités, les centres les plus prestigieux, les bourses sont aux États-Unis, qu'il y a une politique de soft power américain avec le Young Leader Programme, dont j'ai d'ailleurs bénéficié à l'époque, Marshall Gehman Fund, etc. Alors ça, Trump est en train de détruire tout ça. Bon, très bien, mais je vois bien qu'il y a beaucoup de mes collègues qui travaillent sur les questions géopolitiques qui ont une sorte d'influence américaine. Et quand, disons grosso modo, sur les questions stratégiques, en France, tu as 2 écoles pour faire court, les atlantistes ou néoconservateurs et les gaulo-mitterrandistes. Les gaulo-mitterrandistes, qui veulent plutôt une grande autonomie de la France par rapport aux États-Unis, ont été considérés un peu comme ringards, comme vous n'avez pas compris ce qui est moderne. Voilà, quand même, on voit bien qu'on n'est pas tout à fait tort. Bon, il y a cette influence-là, mais sur les aires régionales, par exemple, les spécialistes de la Chine, de l'Inde, de l'Amérique latine, c'est assez diversifié. Notre ministre actuel des Affaires étrangères, il vient de Jean-Noël Barrot. C'était Benjamin Haddad qui venait Benjamin Haddad était un think tanker, il a été dans le domaine des think tanks, il a bossé aux États-Unis, tout à fait. Et c'était un think tank qu'on connaissait beaucoup au Maghreb parce qu'il portait une ligne très atlantiste là-bas et qui militait un peu pour une sorte de normalisation avec Israël. Mais justement, tu vas parler toi-même de la censure. Comment tu l'as vécu la première fois que ça t'a frappé? Est-ce que ça t'a touché? Tu t'y attendais pas ou... En fait, au début, quand t'es pas connu, t'es pas invité, c'est normal, tu démarres, etc. Mais là, moi, j'ai vu, si tu veux, ma déchéance médiatique a eu lieu en peut-être 3 temps, quoi.
La première, effectivement, c'est grosso modo début des années 2000, quand j'ai critiqué ce que faisait Sharon en Cisjordanie, c'était la Cisjordanie à l'époque, et bon, la fin du processus de paix. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Est-il permis de critiquer Israël ?», qui m'a fermé des portes, et avec des demandes d'institutions pour que l'IRIS ne soit plus subventionné, des pressions sur les membres du conseil d'administration pour qu'ils démissionnent. Donc là, je l'ai vécu. Et à l'époque, d'ailleurs, je me suis demandé si on allait survivre ou non. Et on a survécu. Bon, difficilement, ça a tangué, on a failli fermer plusieurs fois, mais on a quand même survécu. Le deuxième, mais en fait, ça a quand même marché. La deuxième fois, où là, je me suis rendu compte, c'est pas parce que j'avais critiqué Israël, c'est quand j'ai fait en 2011 mon livre « Les intellectuels faussaires ». Et là, alors quand tu critiques les gens qui sont dans les médias t'en veulent beaucoup. Oui. Bon, et si tu veux, à la limite, ce livre m'a plus coûté que est-il permis de critiquer Israël ? Parce que ceux que j'avais mis en cause, Fourest, BHL, m'en ont un peu voulu, Philippe Val, ils m'en ont même beaucoup voulu, et ils se sont arrangés pour que là où ils avaient de l'influence, je ne passe plus. Bon. Et puis, ensuite, je peux dire que mon dernier clou dans le cercueil médiatique, ça a été après Gaza, parce que j'ai critiqué ce qui se passait là-bas, et j'ai critiqué la façon dont les médias en rendaient compte. Donc il y a, j'étais déjà interdit partout à Radio France, mais il y a quand même des émissions sur France Télévisions où j'étais invité, et là, que dalle, plus que dalle. J'étais souvent invité sur LCI, que dalle. Et donc le fait non seulement de critiquer ce qui se passe là-bas, mais de critiquer la façon dont les médias en rendent compte, fait que les médias ne supportent pas la critique. Comment c'est vraiment justifié, ça ? C'est rien justifié. Rien ne justifie que des médias qui aiment bien critiquer les autres, qui normalement devraient être pour un libre débat, ne supportent pas d'être eux-mêmes mis devant leurs propres contradictions. Surtout que ce soit France Info ou LCI, ils ont ramené des gens extrêmement radicaux dans leur soutien à Israël. Ça, c'est pas pareil. Non, mais ça, je veux dire, c'est pas pareil. Et il y a aussi, j'ai des gens qui expriment sur Gaza à peu près les mêmes idées que moi, et qui passent encore parce que n'ont pas remis en cause le traitement de l'information par les médias. Donc je dirais pas qu'il n'y a aucune voix critique sur ce qui se passe en Israël qui passe dans les médias. Elles sont minoritaires, attention. Mais on tolère plus de radicalité dans l'autre sens. Ah ça c'est clair. Non mais c'est un peu le pâté de cheval et d'alouette. Il y a quand même plus de cheval que d'alouette. Donc il y a beaucoup plus de gens qui vont... l'apologie de crimes de guerre n'a jamais coûter sa place dans le média à personne. Oui. Bon, donc pas de souci là-dessus. Par contre, mettre en cause Israël vient te minorer. Et comme de temps en temps, il faut quand même paraître un peu pas tout trop radical, t'invites quelqu'un qui va critiquer ce qui se passe pour donner le sentiment d'une objectivité qui en fait n'existe pas. Mais ceux qui font cela ne critiquent pas la façon dont les médias... Si tu critiques la façon dont les médias traitent l'actualité, tu te fermes toutes les portes. Je sais, ça m'a pas surpris, et c'est pour ça que, quelque part, je dirais pas que je m'en fous, parce qu'en même temps, je trouve ça tout à fait anormal, mais dans la mesure où je peux m'exprimer sur les réseaux sociaux et que j'ai mon public sur les réseaux sociaux, c'est moins coûteux. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas les laisser seuls, ces médias. Donc, continuez de nous soutenir sur soutenez.lemediatv.fr en faisant un don. Et c'est ça qui nous permet de continuer de lutter pour obtenir un canal TNT régional ou national. C'était la partie promo, tu m'as fait une passe décisive. Donc fallait la saisir. Je me suis lancé. Ouais. Mais ça t'a pas touché je veux dire, comme tu l'as décrit, à un moment donné, t'étais une voix régulière qui portait quelque chose, et d'un coup, t'as été exclu. Ouais. T'as réussi, justement, grâce à ta chaîne YouTube et tes réseaux sociaux, de créer ton propre espace, et tant mieux. Mais sur le moment, ça devait être un coup dur. En fait, j'avais déjà mon espace quand cette interdiction est survenue. Okay. Donc, en fait, tu te dis quand même, il y a bien quelqu'un qui a donné l'ordre, quelque part, de dire, vous n'êtes plus Boniface. Et je le vois bien, parce que des gens qui m'invitaient ne le font plus. Et puis, il y a des animateurs, tu sais, en fait, quand tu as une émission, tu as un contrat d'1 an. Tu peux te virer au bout d'1 an. Ah oui, bien sûr, évidemment. Oui. Donc, je vois des gens qui m'invitaient avant qui ne le font pas parce qu'ils ont peur d'être virés. Bah oui, au moment du renouvellement du contrat. Et en fait, tu sais bien que même si tu es l'animateur vedette d'une émission, tu seras remplacé, l'émission continuera quand même sans toi. Et donc, l'émission est plus forte que toi-même. Donc, en fait, il y a quelques gens qui sont très déterminés, qui ont dit non, plus lui, vous ne l'invitez pas. Et puis,
des gens qui acceptent aussi parce qu'ils sont en position de faiblesse. Et donc, à la fois, ça me fait un peu de la peine pour eux et je les comprends en même temps parce qu'ils ne vont pas se faire virer pour m'inviter moi, quoi. Il y a plein de sujets où tu n'as pas hésité à prendre des risques, justement. On a parlé de la Palestine. Tu as beaucoup défendu Médine aussi, on en parlait de lui tout à l'heure. À des moments où tu as été bien seul à défendre. C'est clair. Oui, mais là, moi, jamais j'ai dit, oula, c'est risqué, j'y vais pas. Ouais. Et quand je trouve quelque chose faux, on a fait un bouquin avec Médine, on a fait beaucoup de débats ensemble, on a fait beaucoup de promos ensemble, c'est très bien passé. À un moment donné, on était un peu en froid. Ils sont d'ailleurs expliqués, puisque on n'était pas d'accord sur Dieudonné, on n'était pas d'accord sur Kémy Séba, et on était un peu en froid. Et puis, mais c'est un désaccord. Voilà. Puis non, en fait, le truc qui est un peu... Il est invité aux municipalités des Verts au Havre. Oui, je me souviens de ça. Et je suis invité sur LCI pour parler d'autres choses. Ouais. Pour parler de l'actualité internationale. Et le journaliste, je ne sais pas si vous voulez me piéger ou pas, à la fin me dit oui, mais donc vous avez écrit un livre. Alors, il y avait, tu sais, c'était sa polémique avec Rachel Kahn. Et donc, il y a des élus verts qui ne sont pas voulus aller à l'IGNT parce qu'il y avait Médine. Tout le monde disait il faut le désinviter, etc. Marine Tondelier a tenu bon, même si après elle s'est un peu démarquée. Bon, c'est pas... Et donc, le journaliste me parle de Médine. Et donc, j'aurais pu botter en touche. Et je dis mais non, enfin, je vois la polémique, mais je peux vous dire, j'ai fait beaucoup de réunions avec Médine, beaucoup de débats publics ou privés avec lui, je ne l'ai jamais entendu tenir un propos antisémite. Bon, tu sais, je les vois les gens. T'as des gens qui disent tu sais que je suis avec toi, mais ils te le disent en privé, puis en public, basta, tu vois. Je peux pas supporter ça. Je peux pas supporter ça. Moi, je suis très fier d'être resté fidèle à mes colères adolescentes. Ah, ça, c'est très beau. Tu vois, l'adolescent que j'étais n'aurait pas honte de l'adulte que je suis devenu. C'est très beau, ça. Ça va être ça va être dans le petit jingle du début, c'est sûr, ça. Cette phrase, d'accord, ok. Et donc, voilà, ni Dieu ni maître, toujours, et basta. Et donc, jamais je trahirai quelqu'un. Jamais par couardise, je vois trop de gens qui sont tes meilleurs amis quand t'es à la mode, qui tout d'un coup prennent des nouvelles de ta famille, etc. Premier bad buzz. Et dès que t'es un peu en disgrâce, t'oublies totalement, se détourne. Bon. Donc ça, c'est vraiment, je veux dire... Franchement, c'est pas mon âge que je vais changer. J'ai jamais fait quand j'étais au lycée. S'il y a un copain qui était dans la merde parce qu'il avait fait une connerie, j'assumais la connerie avec lui. Dans les candalos que j'ai fait, c'était toujours pareil. Non, jamais, jamais, jamais ça. Et donc, ça me paraissait... j'aurais eu honte de moi si j'avais botté en touche. Et donc, ça a un peu quand même servi Martine Tondelier qui était très sur la sellette parce qu'elle avait Médine juste après. Après, du coup, Médine a pu s'expliquer dans le débat. Et après, on voit bien que cette polémique continue, que des gens accusent Médine de choses qu'il n'a jamais faites. Et c'est là où tu te dis quand même il y a un sérieux problème. C'est qu'il y a des gens qui ont dit des conneries. Parce qu'en même temps, Rachel Kahn a dit Médine, il est bien chez les Verts parce qu'il retraite les déchets. Je veux dire. Et ça passe crème. Ça permet de parler d'un autre sujet aussi. Voilà. Parce donc, c'est sûr que son opération sur Décampé ou je sais pas trop quoi, enfin, sur Rachel Kahn, il avait fait un truc. C'était pas génial, mais c'était pas antisémite. Ils sont tous le dessus parce qu'en fait, Médine, les gens aiment pas avoir des gens que les musulmans qui se sentent incarnés par les musulmans. Et donc, dès que tu as un mec qui est pas désigné par les autres, tu vois. Si tu as une alternative à Chal-Roumi ou Is No Good, là, qui est passé récemment sur CNews, il se fait dégommer. Quoi. C'est pas... Mais c'est drôle que tu as parlé de ça parce que ça fait une transition parfaite. Il y a eu cette histoire quand, en préparant l'interview, je suis tombé dessus. C'était une note interne du PS où tu aurais été critique envers le soutien à Israël. Envers le soutien à Israël. Et on t'a accusé ensuite de clientélisme. Oui. C'était bien trouvé de la part de mes adversaires. J'ai fait une note au PS, dont j'étais membre, et je m'occupais des questions internationales. Je n'étais pas élu, moi j'ai jamais voulu être élu à quoi que ce soit. Et donc je faisais une note, parce qu'on sortait aussi de la guerre du Kosovo. Et donc là aussi, le 2 poids 2 mesures me marquait un peu, en disant, en fait, on ne peut pas... le PS, à l'époque, disait être pour la paix, mais il rejetait un peu à droite. Disons que tout le monde a tort, tout le monde a raison.
Ouais. il faut la paix, etc. Je disais, on ne peut pas traiter l'occupant et l'occupé sur le même plan. Et qu'il y a bien un qui occupe l'autre et qui réprime. Et je donnais quelques exemples de déclarations de la droite au Ouais. pouvoir israélienne pour montrer que on ne pouvait pas se taire par rapport à ça. Et donc, on m'a déjà accusé de faire du clientélisme, alors que d'une part, j'étais candidat à rien, et que on a dit, oui, c'est pour draguer déjà le vote musulman. C'est marrant parce que ceux qui disent qu'il faut soutenir le gouvernement israélien, on dit jamais qu'ils font du clientélisme. Mais après, ça, c'est le bonheur d'être arabe ou musulman en France. Hein. C'est toujours des clients. Hein. Oui. Si tu dis un truc qui est pas trop stigmatisant envers les Arabes, c'est que tu fais des clientèles. Et je comprends pas pourquoi. S'il y a une raison, mais c'est toujours une question. C'est pas des électeurs classiques, quoi. C'est des électeurs un peu effrayants. Oui, c'est effectivement. Et donc, le communautarisme, c'est comme le cholestérol, t'as le bon, t'as le mauvais. Ouais. Enfin, bon, c'est constamment comme ça, quoi. Bon, donc, c'est aussi une insulte à l'intelligence, ces trucs-là. Tu vois, c'est que, mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Ouais. Je veux dire, est-ce que ce qui se passait en 2001 en Cisjordanie était juste? Non. Et donc, il fallait, et peut-être d'ailleurs qu'on aurait dû être plus sévère avec Israël à l'époque, parce qu'en fait, le sentiment d'impunité qu'on a donné à Israël a conduit à ce qu'on voit aujourd'hui. Ah oui, c'est merveilleux, oui, bon. C'est exactement ça. Et donc, et les gens, et puis si tu veux, ce qui aussi peut me paraître curieux, déjà à l'époque, Sharon, c'était la droite de la droite. Bon, mais Netanyahou, c'est pire. Aujourd'hui, c'est le fascisme. Benjamin Smotrich, c'est l'ultrafascisme. Et voir des gens qui se disent de gauche, qui soutiennent l'occupation d'un peuple par un autre, et qui c'est de la répression, il y a quand même un petit problème. Donc, c'est pas tout à fait normal. Et donc, mais en fait, tu sais, les gens n'aiment pas n'aiment pas être pris pour des salauds. Ouais. Donc en fait, soutenir, si tu dis je soutiens la répression d'un peuple par un autre, tu peux être mal à l'aise parce qu'il faut assumer quand même. Si tu dis mais l'autre est antisémite, ça va mieux, ça te relâche, du coup, tu n'as pas à faire d'introspection. Tu n'as pas. L'autre jour, je mets sur les réseaux sociaux une image, une petite vidéo, tu as peut-être dû la voir, où tu as une vingtaine de jeunes gens courageux, armés de bâtons, qui viennent taper un Palestinien à terre, vraiment les braves gens, etc. Et il y a un mec qui est antisémite. Mais tu sais, c'est le réflexe pavlovien. Je mets une image comme ça, mais en quoi c'est antisémite de montrer cette image ? Mais tu vois que le mec, ça lui évite de réfléchir. Oui, parce que sinon... Cette condamnation est une sorte de sauf-conduit qui lui permet de rester dans son confort tranquille, de ne pas remettre en question ce qu'il soutient. On s'est beaucoup posé cette question de comment les personnes qui ont activement soutenu en France le génocide à Gaza ont pu vivre avec eux-mêmes pendant ces dernières années. Sans aucun problème. C'est effrayant quand on y pense. Sans aucun problème, parce qu'il faut lutter contre le terrorisme, on est en danger, ceux qui ont commencé, comme si tout avait commencé le 7 octobre. D'ailleurs, rappelle-toi, c'est libérer les otages et tout s'arrêtera. Oui, voilà. Voilà. Et donc, en fait, ils ont besoin de faux arguments pour... parce que la réalité est quand même inconfortable. Et donc, il faut masquer la réalité, l'invisibiliser. Et les gens aiment bien, en fait, ne pas être confrontés avec la réalité pour ne pas être incommodes avec eux-mêmes. Ce qui est très fort chez toi, c'est que tu l'avais dit dès le début, dès que ça a commencé. Et moi, je me souviens, à l'époque, beaucoup de gens, même justement, la lâcheté dont on parlait tout à l'heure, c'était beaucoup de gens disaient « Oui, c'est vrai que tu as raison. Ça n'a pas commencé le 7 octobre, mais on ne peut pas le dire maintenant. » Et moi, j'étais obstiné par le fait pourquoi on ne pourrait pas le dire, pourquoi on ne pourrait pas rappeler que ce n'est pas le début de l'histoire maintenant. Et en plus, rappeler que ce n'est pas le début de l'histoire ne veut pas dire que tu approuves les attentats. Bien sûr que non. C'est que là, on t'enferme dans une case, c'est que si tu es critique par rapport à l'ultra-répression qui a suivi les bombardements, c'est pas approuvé. De même, là, une polémique qui nous a opposé à certains, c'est-à-dire que moi, je suis contre les interventions militaires extérieures sur l'Iran, sur le Venezuela. Oui. Et donc, être pour le droit national, c'est être pro Maduro maintenant. Oui, bien sûr. Et dire non, c'est franchement, aller bombarder l'Iran, c'est peut-être pas la meilleure façon d'aider l'Iran. Du coup, si tu t'opposes à une guerre, tu deviens pro-régime. Mais en fait, c'est pas nouveau. En 2003, j'ai été accusé maintes fois d'être pro-Saddam Hussein parce que j'étais opposé à la guerre. Mais il n'y a aucun opposant pour avoir vécu ça en Tunisie, dans l'opposition au régime autoritaire,
aucun opposant actuel ou historique des régimes autoritaires arabes, etc., ne réclamerait une intervention américaine. Il se rangerait du côté de... On voit ce que ça a donné. Parce qu'on sait que c'est pire. Il y a quand même un peu une expérience qui devrait calmer. Et puis la démocratie n'est pas exportable par les B-52 et par les F-35. C'est rare, oui. C'est rare que les bombes rapportent une forme de démocratie après. Mais oui, c'est vrai que c'est des moments où tu sens que les gens sont d'accord, peuvent être d'accord avec toi, etc. Mais peut-être qu'ils ont besoin que des personnes plus courageuses ou qui assument la position le disent d'abord. Enfin, c'est un peu ce que dit Medine dans plusieurs de ses chansons. Je vais arrêter d'en parler après. Non, mais tu sais, moi, je connais plein de gens qui me disent cordée, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais je ne le dirai pas publiquement. Super. Bon, parce qu'ils ne veulent pas d'emmerdes, tout simplement. S'ils voient les emmerdes que j'ai eues, ils n'ont pas envie de les avoir à leur tour et qu'ils veulent être tranquilles. Et bon, chacun vit avec sa conscience. Chacun... les mecs qui disent « je suis d'accord avec toi, je ne dirai pas publiquement », vraiment, tout le monde n'était pas résistant. Mais tout le monde n'est pas forcément être collabo non plus. Donc, par contre, ceux qui, tout en sachant que ce qui se passe là-bas n'est pas bien et qui viennent dénoncer ceux qui dénoncent cela, qui portent en accusation ceux qui dénoncent cela, alors qu'ils savent très bien qu'on ne fait que dire la réalité et qu'il n'y a aucune trace d'antisémitisme chez ceux qui dénoncent ce qui se passe à Gaza, et qui t'accusent d'antisémitisme alors qu'ils savent que c'est pas vrai, que c'est des faux arguments, ceux-là, oui, là c'est vraiment plus grave. Ça nous permet de parler de la disqualification par l'association à certains pays. Enfin, ça, on l'utilise. C'est un procédé qui est souvent utilisé par tes adversaires politiques. Ils t'associent à la Russie, la Chine, le Qatar, récemment. Qatar, c'était aussi l'Iran, c'était la Turquie, c'était... Oui, alors le Qatar, c'est très simple. J'y suis allé pour la première fois en 2004 et c'est un pays qui misait sur la diplomatie du sport. Comme moi, je suis passionné de sport, je me suis intéressé à ce pays-là. Et donc, mais je veux dire, il y a plein... c'est marrant parce qu'il y a plein de think tanks qui ont des contacts avec le Qatar dont on parle jamais. Mais moi, c'est une façon de me disqualifier. C'est-à-dire qu'en fait, mes positions sur le conflit israélo-palestinien sont anciennes. Mon premier séjour au Qatar date de 2004 et je fais un papier d'ailleurs où je m'élevais contre le sort des travailleurs immigrés dans ce pays. Donc là-dessus, je suis assez clair. Vraiment, j'ai toujours été clair là-dessus. Mais en fait, si je suis sous influence du Qatar, ce que je dis n'est pas légitime. Donc c'est une façon de dire que... En plus, quand même, apparemment, Netanyahou avait quand même des liens assez étroits avec le Qatar. Et ça, on n'en parle pas trop. BHL aussi, on n'en parle pas trop. Sarkozy, celui qui a fait le discours d'adieu de l'ambassadeur le plus actif du Qatar, qui était M. El-Kouari, ça a été Emmanuel Valls. Donc, voilà. Bon, mais et puis aussi, si tu ne reprends pas le discours autant, tu es pro-russe. Moi, j'ai toujours condamné l'agression russe de l'Ukraine. J'ai toujours dénoncé les crimes de guerre russes en Ukraine. Mais j'ai aussi dit qu'on avait commis des erreurs à l'égard de la Russie avant le déclenchement de la guerre. Mais ça devient trop subtil et donc on t'enferme. Alors, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est une façon... Alors après aussi, c'est quel drôle, c'est que... Enfin drôle. Donc comme je dis qu'on a fait les erreurs à l'égard de la Russie, tout en disant qu'aucune de ces erreurs n'excuse la guerre et des crimes de guerre, on me traite de pro-russe, mais quand je dis qu'il y a des crimes de guerre russes en Ukraine, on dit « Ah ouais, il veut se rattraper, donc il fait ça pour l'OTAN, etc. » Ce qui me plaît aussi, c'est que si je vais faire un truc un peu critique sur les Palestiniens, sur l'autorité palestinienne ou sur les Hamas, etc., ou des choses qui vont paraître pas assez radicales dans la critique d'Israël, tu as des mecs qui disent « Ah oui, voilà, il se rattrape par rapport au lobby. » Alors là, c'est très franchement, des mecs qui n'ont jamais pris aucun risque dans leur vie, qui sont toujours restés dans leur fauteuil à boire des bières ou pas, etc., qui n'ont jamais pris aucun risque. Le jour où ces mecs-là auront subi les agréments personnels et professionnels que j'ai subis pour dire ce que je pensais sur le conflit israélo-palestinien, qui viennent. Mais recevoir des leçons de la part de ces types qui n'ont jamais rien fait, mais qui lavent plus blanc que blanc, qui veulent être plus radical que radical, qui veulent pousser plus loin, là, très franchement, je trouve ça ridicule. Ça me met même plus en colère parce que c'est pathétique. Mais c'est un phénomène que tu as vu que ça, oui, c'est fréquent. Tu sais, as toujours des types qui... c'est vraiment les preux chevaliers de l'action, du tweet. Et si t'es pas assez radical, alors ils sont pas nombreux, mais voilà, ils sont parce que
voilà, ils veulent se draper dans leur dignité bafouée. J'ai pas été confronté à ça quand j'ai cherché, quand j'ai préparé D'accord. l'interview. Peut-être j'ai pas assez fouillé, mais effectivement, donc on t'a fait des procès aussi en manque de radicalité sur cette question-là. Oui, si tu suis pas, voilà, si tu dis que le Hamas a fait des attentats terroristes, certains vont dire, ben non, c'est de la résistance, pas du tout. Et bon, voilà, donc t'as je ça vois. aussi, quoi. Mais cette disqualification, du coup, c'est un peu le côté ennemi de l'étranger aussi. C'est un peu le côté on te disqualifie parce que y a un procès comme quoi c'est l'autre camp. C'est l'autre camp ennemi d'étrangers, y compris de l'étranger en France, puisque on t'accuse de le faire non pas par rapport aux pays arabes, le fait d'être payé par les Arabes, j'ai entendu de nombreuses fois, j'en rigole puisque j'avais fait une vidéo en disant ouais, je suis payé par les Arabes au marché d'Aligre, parce qu'à chaque fois ils m'accueillent bien et tout. Bon, mais tu as aussi le fait de dire que tu fais ça pour avoir l'électorat musulman, ce qui veut dire que c'est aussi des étrangers en France. Donc c'est aussi cette accusation de non-francité des musulmans français pour certains. Bah ça c'est évidemment, mais les Émirats financent bien d'autres personnalités politiques et d'autres camps politiques, mais il y a toujours un bon coup. Elnet n'est pas sans s'activer non plus en France. Oui, absolument. Donc il y a toujours un financement étranger positif et pas et un financement étranger qui serait de la trahison, quoi. Mais c'est assez drôle. Nous, on avait fait avec le Qatar effectivement une conférence sur la Coupe du Monde. J'avais tenu à ce que Amnesty International et Human Rights Watch soient parmi les intervenants. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on s'équipe pas, tu vois. C'est assez inédit en plus de les mettre sur la même table. Hein. Bah oui, mais c'était ça ou rien, quoi. Donc, Dans les questions internationales, il y a, nous, en tant qu'observateurs, ce qui fait mal quand tu le vois de l'extérieur, c'est que tu sens qu'il y a un biais médiatique de traitement qui est évident. Dès que tu regardes, tu sais sur les termes employés pour Maduro, par exemple, la glorification en ce moment du fils du chat, tu sais très bien qu'il y a un parti pris dans le traitement médiatique. Et je pense que c'est aussi ça qui nourrit du complotisme, qui nourrit plein de frustrations des gens avec et le complotisme ne part pas de rien. Donc c'est effectivement la malinformation, la désinformation qui nourrit le complotisme. Pourquoi Alors, il y a d'une part une incompétence, c'est que les gens, au lieu de fouiller, toi, tu peux dire Reza Pahlavi, tu peux fouiller un peu, ou tu peux reprendre les communiqués qui paraissent. C'est plus simple de reprendre les communiqués. Et les campagnes, et en plus, tu as des boîtes de communication qui font ça. Tu as des boîtes, Imachette, Havas, qui viennent te vendre. BHL a fait un grand reportage à la gloire du général Douran Al-Burhan au Sénégal, au Soudan, pardon, alors que le mec est accusé de crimes de guerre et contre l'humanité par les ONG. Tu vois. Donc, tu as les boîtes de communication qui mettent en avant des personnages comme cela. Ansel a fait ça pour Amity aussi. Enfin tu as aussi le fait de dire que tu regardes la composition sociologique des journalistes, c'est quand même plutôt des occidentaux. Il y a très peu de diversité. Et donc, il y a quand même un présupposé occidentaliste dans le traitement de l'information. Il est accentué avec le côté Israël-Palestine, mais en général, si tu veux, ils vont plutôt être du côté de l'Occident, contre les autres, je ne dis pas que la Chine est une démocratie, je ne dis pas que... Mais il y aura quand même une sorte de classification bien mal assez vite, parce que, une fois encore, la morale est un guide pratique pour se trouver dans... si tu dois t'exprimer, tu te raccroches à la morale, tu n'as pas trop à fouiller. À te documenter. Tu vas dire ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc, le fait aussi, je pense que la composition sociologique des journalistes ça manque de diversité. Et donc, ce point de vue occidentaliste est très, très fort. Et comment on fait pour lutter contre ça ? C'est quoi les moyens pour pas qu'il y ait que cette vision tu crées le média, tu crées l'Iris, tu continues à creuser ton sillon en démontant. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas exact, tu le démontes. Voilà, quoi, c'est bon. C'est par la bataille culturelle, quoi. Enfin, y a oui, pas moyen il ne faut pas se décourager. C'est vrai que la bataille est difficile. C'est vrai qu'on n'est pas à armes égales, très clairement. Mais qu'en même temps, les gens ne sont pas aussi dupes que cela. Est-ce qu'on pourrait même frapper que, malgré l'ampleur de la malinformation, les gens, quand même, réagissent majoritairement assez sainement. Et je pense, si tu veux, que sur beaucoup de dossiers, il y a une coupure entre les commentateurs des médias centraux et ce que pensent les gens qui ne pensent pas aussi facilement que cela dans ces grandes catégories. L'Iris a été fondée de base avec cet esprit-là, avec cet objectif de bataille culturelle ?
Ça a été au début pour me créer un cadre où je ne sois pas à l'abri du caprice d'un directeur de centre qui dise tu sors pour dire voilà, je suis chez moi. Ouais, un safe space à toi. Ma maison est petite, mais c'est ma maison et je fais ce que je veux. Et après, très honnêtement, ça s'est développé parce que maintenant, on est 50 permanents, un peu plus même. Il y a 40 chercheurs associés. On a presque 600 étudiants en Master 1, Master 2. Enfin, toi, c'est devenu quand même un gros truc. Et jamais j'aurais pensé que ça allait... C'est vraiment... rien ne s'est passé comme prévu, quoi. Il n'y a pas un plan diabolique de dire, etc. C'était juste pour avoir la paix, pour pouvoir faire ce qu'on voulait. Et puis, il y a peut-être une demande, il y a peut-être un besoin, ce qui fait que ça s'est développé de façon inattendue, effectivement. Et là, est-ce que tu veux le développer dans ce sens, de répondre à ce besoin En fait, on a plusieurs... alors oui, disons, essayer de... Moi, mon objectif, c'est est-ce que je me fais comprendre. Mes parents n'ont pas fait d'études. Je me suis toujours... Ils sont disparus maintenant l'un et l'autre. Mais je me suis toujours demandé, est-ce que mes parents comprennent ce que je raconte ? Oui. Et peut-être aussi c'est mon marquage social dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que les gens comprennent ce que je raconte ? Super important. Est-ce que la géopolitique, parce que la géopolitique, quand j'ai commencé, c'était vraiment réservé à des gens qui n'étaient pas de mon monde. Oui. C'était quand même un truc très spécifique. C'était pas aussi grand public que maintenant. C'était vraiment un truc très élitiste, très marqué socialement, parce que c'était un peu comme les études de l'art, tu vois. Oui. Tu fais pas ça pour bouffer, tu fais pas. C'était vraiment bon. Et donc, j'ai toujours été, de par mes origines, marqué par les gens qui se protègent par un jargon pour montrer leurs différences avec le vulgus pecum. Et donc, moi, j'ai toujours voulu parler simplement de choses complexes, sans simplification excessive, mais rendre les choses, je suis avant tout prof, donc rendre les choses compréhensibles. Et ça a toujours été la base de l'IRIS. C'est, je pense, le point commun que tout à l'heure, tu as dit le média à l'IRIS. Beaucoup du travail que fait le média, c'est d'essayer de banaliser des choses et de faire en sorte que ça soit accessible. Disons, on a un côté moins militant que vous, parce que moi, j'ai mes opinions, mais vraiment, il y a des gens très différents à l'IRIS. Oui. Disons que nous, on est pour des militants pour la pédagogie et effectivement la lutte contre les manipulations de l'information. Mais la phrase que tu as dit d'essayer de faire en sorte que mes parents me comprennent, c'est quelque chose aussi parce que le piège journalistique et le piège de ces domaines très compliqués, de la politique, de la géopolitique, etc., c'est de parler entre nous, quoi. C'est de plus utiliser de mots. Ouais, c'est plus utiliser de mots. C'est d'utiliser que des mots compliqués, de plus s'intéresser à ce que. D'avoir des codes, attention aux abréviations, et puis effectivement, et après tu trouves du coup que des gens pensent tous la même chose parce qu'ils passent tout le temps ensemble et qu'ils ne sont pas confrontés à d'autres points de vue. Il y a le biais de confirmation. Ouais, qu'il y a quelqu'un qui aurait pu éventuellement regarder ce format, s'intéresser, et qu'il va voir qu'en fait, il est exclu dès le début à travers des mots qui... À la fac, beaucoup disaient, enfin certains, ceux qui ne m'aimaient pas, disaient oui, non, mais il fait de la vulgarisation, c'est pas vraiment scientifique. Et bon, je pouvais faire des articles un peu scientifiques, j'ai une thèse d'état en droit international. C'est bien, ça, c'est le je veux dire, quand t'es prof, normalement, il faut mieux te... dire. Voilà. Oui, c'est normalement... Ils te le disent comme une sorte d'insulte, quoi. Oui, c'est ça, Ah, oui, d'accord. Donc pour eux, vu Mais tu vois, quand j'ai fait les BD géostratégiques, ils disaient, oui, mais c'est pas sérieux. Ça m'empêche pas de faire des essais, ça m'empêche pas de faire des bouquins documentés, mais voilà. Mais bon, il y a toujours un peu... Et souvent, en fait, ces arguments de délégitimation sont pour des motifs autres que la pure rigueur scientifique. Mais comment ça t'est venu, ça ? Parce que, pour le coup, tu fais des BD... T'es sur YouTube, t'es sur Twitter, et t'as les codes de ces choses-là. Enfin, j'ai l'impression que est-ce que il y a des gens de ton entourage qui t'ont formé là-dessus YouTube, non, c'est un peu en liaison avec... en regardant un peu ce qui se passe. Mais mes fils aussi me modernisent un peu sur ça, mais les BD, je suis toujours des fans de BD. Ouais. Donc ça fait longtemps que je voulais faire une BD parce que je suis fan de BD depuis très longtemps, depuis l'adolescence, et que c'était pour moi un défi d'y parvenir. Et YouTube, je trouve ça fun. Puis j'essaye de pas toujours faire la même chose, d'essayer de pas toujours me répéter et me lancer au début. D'ailleurs, j'ai fait des trucs audio. Après, on a fait le podcast en visio. Ça me paraissait sympa. Donc
donc, si je peux faire des trucs nouveaux, ça me plaît beaucoup. Donc, tant que je pourrais me renouveler et me lever le matin en disant, tiens, je vais faire un truc nouveau aujourd'hui, voilà, je n'ai pas envie de mauvaises nouvelles pour certains, je ne vais pas m'arrêter de bosser. Et donc, je trouve toujours de l'énergie et de l'attrait à faire ce que je fais, donc je continue. On aime bien faire ça dans le fauteuil et je pense que je vais prendre plus de temps que d'habitude pour le faire parce qu'à la fin de chaque fauteuil, on aime bien faire un petit point culture où je vais te poser des questions là, sur ce que tu aimes bien comme produit culturel. Mais tout à l'heure, tu as dit que tu étais passionné de sport. Dernier événement sportif auquel tu as assisté ? Je suis allé voir PSG PFC au Parc des Princes lundi dernier. Voilà. Du PFC. Ouais. Okay. J'ai eu la chance, parce que j'ai beaucoup bossé sur le sport, j'ai eu la chance d'être invité à 4 Coupes du Monde, dont les 2 finales où la France était. J'ai assisté à 3 Jeux Olympiques. Vraiment, j'ai bien kiffé souvent le Tour de France. Ensuite, il y a un type dans Bargane qui disait oui, j'ai assisté à la finale de la Coupe de France, de la Coupe du Monde, France-Argentine. Donc le mec avait mis ça comme la preuve que je sois payé par le Qatar. Bon, j'étais juste invité par la Fédération française de football, mais c'est pas grave. Et je veux dire, comme j'ai bossé sur la juridique du sport, je connais plein de gens dans le domaine sportif. Donc j'ai des invitations dont je profite quand je peux. Et c'est quoi le moment sportif qui t'a le plus marqué ? 98 quand même, la finale. Même si j'étais pas au stade. Si tu me poses la question, quels sont les 2 moments où j'étais au stade et j'ai le plus vibré ? Oui. Allez, je la pose alors. C'est le France-Brésil en 2006. Ok. Ah oui, la demi. Mais vraiment là, c'était vraiment tonnerre quoi. Et j'y ai été avec les amis de la Poste et le barrage retour France-Ukraine. De 2013. C'est la main de Thierry Henry ou pas du tout ? Non, ça c'était en 2010, c'était pour la Coupe du Monde, c'était en 2009 ça. Non, en 2013, on perd 2-0 à Kiev. Et d'ailleurs, il y a Pascal Pau qui dit il y en a marre cette équipe de France, les Arabes, etc. C'est Koscielny qui s'était fait expulser. Et c'est là où Sakho marque les 2 buts, qu'on gagne 3-0. Et la montée Ribéry, nouvelle occasion. Le Stade de France, il est beaucoup plus calme que le Parc des Princes. Il y a moins. Je n'ai jamais vu le Stade de France vibrer autant que à ce point que ce jour-là. Et j'ai plein de souvenirs, mais certains que je garde privés. C'était génial. Ok. La fête devait être cool après. Ouais, voilà. Et t'es fan du PSG du coup ? Alors oui, je suis fan du PSG parce que j'ai bossé avec Pape Diouf quand il était président de Marseille. Ok, wow. On a fait un bouquin ensemble, on se connaissait. Vraiment, la perte de Pape en 2020, là, ça a été bon. Oui. Et quand il y a une conjonction d'événements, quand il a été viré de l'OM comme président, au même moment, Robin Leproux, parce qu'on dit que je suis au PSG parce qu'il y a le Qatar, Robin Leproux prend la présidence du PSG et il me demande de l'aider pour lutter contre les dérives racistes et nettoyer les tribunes. J'ai avec grand plaisir. Et donc, j'ai beaucoup bossé avec Robin. Donc, je vois toujours avec plaisir. D'ailleurs, il a sauvé le PSG quand même, parce que le PSG était au point de... Il y a eu 2 morts quand même. Il y avait, Et donc, c'est depuis là que j'étais régulièrement invité au PSG par Robin. Et je suis moins maintenant, parce qu'il y a plus de demandes aussi que du temps où c'était un autre stade. Voilà. Mais donc, donc c'est... Mais t'as pas une préférence Si, je suis parisien, donc c'est quand même normal. Ouais. Non, il y a des clubs que je trouve sympas pour l'ambiance, pour le truc, comme Lens, Saint-Étienne, etc. Mais là, disons que toi, le fait que Pape soit viré de Marseille, que le PSG... J'ai un fils qui est un fan absolu du PSG. Et on s'engueulait, parce qu'il m'engueulait parce que je bossais avec Pape Diouf. Il voulait limite que tu lui casses le... Et une fois Pape était venu à la maison, bref. Oh et donc... mais là, j'ai dit à Robin... Merci, tu m'as permis de me réconcilier avec le club de ma ville. C'est beau. Parce que c'est vrai que les racistes de la tribune Boulogne de l'époque, c'était quand même difficile. Quoi. Il y avait quand même des petits gars, les rabasseurs de ballons noirs et arabes se faisaient cracher dessus en permanence. C'est un phénomène qui est de plus en plus vénère dans les stades. Là, en ce moment, ça se voit à Nice, à Lyon, dans plein de stades. Oui, il y a une maintenant, en ce moment, il y a une sorte d'infiltration par l'extrême droite dans les tribunes, bien sûr. Je ne sais pas à quel degré c'est organisé, mais... C'est plutôt organisé, oui, c'est plutôt organisé. Tu étais sur les champs pour célébrer la victoire du PSG ou pas du tout ? Non. Ton fils y allait ?
Alors, il n'était pas à Paris, Scruggs, Ok. ce jour-là. Mais bon, Sinon, il serait allé, je Ouais. pense. Je pose cette question maintenant à chaque fin de fauteuil aussi. C'est si tu devais garder que 3 albums que tu es obligé d'écouter cette année. que j'ai écouté cette année. Non. Ah. Tu gardes 3 Ah. albums et t'écoutes que ça cette année. Bah, l'intégrale Barclay de Léo Ferré. Que du Léo Ferré, donc. Ouais, Ok, très bien. oui. Voilà. Voilà. Ok, bon, c'est allé vite. Ouais, parce que sinon, 2 autres, après, ça serait Léo Ferré et 10 ou 15 autres, mais pas 2 autres, tu vois. Donc, Ok, je comprends. c'est trop compliqué. Ok, quoi. si on établit la règle de un seul artiste par album, Un seul artiste par album, ouais, t'as ça le droit qu'à un album par artiste, quoi. Là, je te dis, je serais emmerdé parce que ça serait. J'écoute pas que du Léo Ferré, mais. Ça te donne cette impression. Non, enfin, j'écoute tous les jours en tous les cas, mais j'aurais 20 ou 30 autres artistes que j'aime bien passer en boucle et tous sont un peu importants, mais aucun ne serait au point de Ok. prendre le pas sur les autres, quoi. Et récemment, est-ce qu'il y a un album que t'as écouté, qui t'a touché? Alors en fait, maintenant c'est plus vraiment des albums en tant que tels, mais non, il y a plein de trucs. Vraiment, c'est soit des vieux trucs. Je suis moins au courant de la nouvelle production, ça c'est Ok. clair. Ouais. Tu regardes beaucoup de films? Ouais. Même question pour des films que tu pourrais regarder en boucle. Regardez en boucle, mais celui peut-être qui m'a plus marqué, c'est Apocalypse Now. Ah ouais. Hmm. Ouais. Ok. Et là, tu pourrais ne regarder que. Non, mais c'est vrai que c'est très très fort. Ouais. C'est vrai que c'est très fort. Je pense pas que je puisse le regarder en boucle. Ouais. Mais si, disons, on me dit, voilà, t'es condamné à mort, t'as le droit de regarder un film avant de partir, ça suffit que je C'est prends le vrai jeu. que cette formulation est bien mieux du Ouais. coup. On sent que l'expertise YouTube est présente. Je vais poser cette question maintenant. De la condamnation à mort, ça marche mieux. Ok, et je pose pas forcément cette question à chaque fois, mais je me dis que là, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a un voyage qui t'a marqué dans ta vie? Ouais, plusieurs, parce que j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait le compte, parce que j'ai une belle fille qui a beaucoup voyagé, parce qu'elle est canado-jamaïcaine, et donc elle était partout. Et quand même, là-bas, en termes de nom de pays, j'ai dû aller dans 102 pays dans ma vie. C'est pas mal. Et difficile Oui, difficile de choisir. de aussi, choisir. c'est comme Beaucoup l'intégrale de Léo m'ont Ferré. c'est- plu. Peut-être le Pérou, si je devais Ok. choisir un souvenir marquant. Mais il y a tellement d'autres pays qui sont magnifiques, qui sont bien. Mais ouais, Machu Picchu, quand même, c'est top. Spécifiquement, c'était quoi qui t'avait marqué? Bah, le site, quoi. Je veux dire, vraiment, c'est magnifique. Et tout le séjour au Pérou, le Guatemala m'a aussi beaucoup frappé. Bon, après, il y a plein de pays que j'aime bien. Mais en termes de paysages monumentaux, Ouais. tu vois, Machu Picchu, c'est quand même top, quoi. Ok. Et peut-être l'île de Pâques aussi, qui est un peu à part. L'île de Pâques, ah oui. Ouais. Ok. T'as fait 103 pays, t'as dit? 102, je crois, ouais. Ok. Ça te fatigue pas? T'as pas envie de... Non, il y en a encore que j'ai à faire. C'est ça, t'as un objectif de... Tu veux tout Ah, faire, voilà. ouais. Il y en a qui vont être durs en ce moment. Ouais, ouais. Il y en a il y en a un où j'ai mis juste un pied. À ton avis, lequel? Juste un pied? Ouais. En Palestine? Non. En Corée du Nord. T'as mis juste un pied Oui, c'est en Corée du Sud et il y a à la frontière. Ah, ok. Tu vois, Moi, là, j'étais en train de me dire, il est passé par le désert de Jordanie et il a mis un pied. Non, un peu par provocation, parce qu'on ne se refait pas. Tu vois, j'ai mis le pied en Corée du Nord quand on était sur le. Alors qu'il y avait la. Ok, Ouais. oui. Enfin, t'aurais pu perdre ce pied finalement. Ok. Bah tiens, c'est quoi le pays le plus dangereux, enfin, dans la définition classique du terme que t'as fait? Il y en a qu'un où je me suis fait agresser, c'est en Israël, bien sûr. Mais sinon, le plus dangereux... En fait, tu as des pays qui étaient très tranquilles auparavant. Ouais. Je ne retournerai pas au Mali en ce moment, Ouais, tu vois. Pourtant, je suis allé plusieurs fois auparavant. Donc, Tu t'es c'est fait très agresser évolutif, quoi. Tu te fais agresser physiquement En Israël, ouais, à l'aéroport, ouais. À l'aéroport? Ouais. Par les forces de sécurité? Non, par les forces qui ont laissé faire, Oui. par un type qui était dans la zone internationale. D'ailleurs, à mon avis, c'était un guet-apens. Vas-y, viens, non, je sortirai pas. Mais qu'est-ce que tu vas sortir à la fin, je te dis? Espèce de pute, alors. Il n'y a personne pour la sécurité, là? Il n'y a pas de sécurité pour ta gueule. ما في شيء بايك
Les antisèmes. Maybe first time I met Attends, là, tu viens, on va aller discuter. Je vais te taper devant tout le monde. Vas-y, avance, je te dis, Boniface, fils de pute. Vas-y, avance. Vas-y, passe là-bas, je te dis. Voilà, ils m'ont pas frappé directement, mais c'était un peu une chantage. Je crois que l'idée, c'était que je me mette à avoir peur et que je m'effondre. Ils filmaient pour dire, regardez, ce Boniface qui joue les braves, c'est que, etc. Et donc, c'était ça, quoi. Parce qu'ils ont quand même ils ont eu du temps quand même pour m'insulter, me bousculer, en toute impunité, dans la zone internationale. Donc, normalement, c'est quand même plus surveillé que ça, quoi. Oui, surtout dans l'aéroport Voilà. particulièrement. Et d'ailleurs, parce que après, la police est arrivée, ils m'ont exfiltré, ils ont laissé passer les mecs, hein. Ah, ils n'ont pas été arrêtés? Non. Ok, donc oui, ça sent le petit piège. En sens inverse à Roissy, ça se passe différemment. Oui, si tu passes pas la porte, ouais. Déjà, le niveau de surveillance, j'imagine, dans cet aéroport ne permet pas. Et tu y allais dans quel contexte? J'étais invité par le consulat pour des conférences D'accord. à Jérusalem-Est. Voilà, quoi. J'étais invité officiellement par l'ambassade de France, quoi. Oui, donc c'est vraiment c'était vraiment quelque chose. Ils avaient l'information que tu venais, quoi. Ah oui, c'est un type sur je sais plus quelle radio communautaire qui avait dit Boniface arrive, faut pas le laisser rentrer, etc. Donc, c'était... Comme quoi. Ouais. C'est le seul endroit où tu t'es fait agresser, du coup, sur les 103 pays. Pour ça, on dit. Pascal, merci beaucoup de nous avoir fait merci à toi d'être venu sur le fauteuil. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Pascal Boniface, d'acheter sa BD Géostratégiques qui est disponible sur le site de l'IRIS. Et dans toutes les librairies. Et merci de continuer de nous soutenir et de permettre que ce genre de format existe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à vos dons et grâce à votre soutien qu'on peut continuer de faire ce genre de format. Donc n'hésitez pas à continuer de nous soutenir sur soutenezlemediatv.fr.